Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment sur la leçon oscillation mécanique. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à définir d'abord une oscillation mécanique, à donner les différents ressorts allongés et ressorts comprimés, de savoir faire l'équation différentielle de ces ressorts et de parler des énergies, l'énergie cinétique, l'énergie potentiel élastique et l'énergie mécanique. Mais bien avant de commencer ce cours, je dis encore félicitations à la Côte d'Ivoire pour pouvoir organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 que je suis fier. Bonne chance aux Ivoiriens, bonne continuité et ne baissez pas les bras, supportez avec cœur. Félicitations aux pays qualifiés pendant la Coupe d'Afrique. Alors chers amis, nous allons poursuivre avec le plan de mon cours. Leçon, oscillation mécanique. Oscillation mécanique, définition. 1.1. Ressort allongé appelé couronnement écarté. Équation différentielle. 1.2. Ressort comprimé appelé compressé. Équation différentielle. 2. Les énergies. 2.1. L'énergie cinétique en fonction du temps. 2.2. L'énergie potentielle élastique en fonction du temps. Et en 2.3, l'énergie mécanique en fonction du temps. Chers amis, nous allons donc passer à la définition d'une oscillation mécanique. Chers amis, qu'est-ce qu'une oscillation mécanique? Une oscillation mécanique est un mouvement périodique sinusoïdal animé d'un mouvement de va et de vient. Une oscillation mécanique est un mouvement périodique sinusoïdal animé d'un mouvement de va et de vient. Alors, chers amis, si vous maîtrisez la définition, alors nous allons donc passer après par ressort écarté, appelé allongé et ressort comprimé. Nous allons donc parler de la définition d'une oscillation mécanique. Chers amis, qu'est-ce qu'une oscillation mécanique? Nous avons donc dit qu'une oscillation mécanique est un mouvement périodique sinusoïdal animé d'un mouvement de va et vient. Autour de sa position d'équilibre. Alors, chers amis, voici donc la définition d'une oscillation mécanique. Nous parlerons donc en 1.1 de ressort allongé. Le ressort allongé est communément aussi appelé ressort écarté. Nous parlerons donc de l'équation différentielle. Mais bien avant de commencer l'équation différentielle, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour faire une équation différentielle, l'on d'abord doit faire une étude dynamique. L'étude dynamique concerne le système, définit le référentiel et définit le bilan des forces. Lorsque nous sommes à la position d'équilibre, il existe deux forces, le poids et la réaction. Mais si l'on effectue un écartement ou un allongement, nous avons donc à présent trois forces. Le poids, la réaction, qui peut être traduite par normale, et la tension du ressort. Donc, pour effectuer ces informations-là, il faut faire une étude dynamique. Système,
solide plus ressort. Référentiel. Terrestre. Supposé. Galiléen. Bilan des forces. Lorsqu'on effectue l'allongement, il existe trois forces. Et appelé le poids du solide, R, communément aussi appelé souvent Rn, M, la réaction du plan, et T, la tension du ressort. En plus d'avoir fait l'étude dynamique, nous allons faire une représentation schématique. Pour ce faire, nous allons donc mettre le ressort de sa position d'équilibre et avoir un allongement à présent. Voici le ressort pendant sa position d'équilibre. Nous allons donc montrer que le ressort a été écarté. Nous allons faire un schéma qui va montrer l'espace entre les ressorts. Et là, nous voyons que ici, il y a une distance à présent. L'endroit où nous arrivons portera le nom de X et l'endroit où nous quittons portera le nom de X'. Nous allons montrer que voici l'endroit où le ressort est quitté qui s'appelait O et voici l'endroit où le ressort est à présent arrivé qui s'appelle O'. L'écartement entre ces deux portera le nom de A qui est égal à XM parfois. Dans ce cas-là, nous pouvons encore représenter le poids, la réaction et la tension du ressort. Centre de gravité, P. Après le poids, nous allons donc représenter la réaction. Après la réaction, nous devons donc représenter la tension. Lorsque vous étirez, lorsque vous allongez, une fois que vous êtes blessé, où va partir donc la tension? Si j'effectue un écartement, si j'effectue un allongement, si je tire pour aller vers la droite, si je laisse, le ressort va aller vers ma gauche. Dans ce sens-là, la tension va avoir un sens contraire au geste écartement. C'est dans ce cas que nous voyons à présent les trois forces. Le poids est là, la réaction là et le ressort. Après la représentation schématique, vous devez appliquer impérativement le théorème du centre d'inertie pour établir l'équation différentielle. On utilise obligatoirement le théorème du centre d'inertie pour déterminer l'équation différentielle. Il faut savoir cette information. Alors, équation différentielle. Pour trouver l'équation différentielle, il faut appliquer le théorème du centre d'inertie pour déterminer l'équation différentielle. Il faut appliquer le théorème de
centre d'inertie, qui est la deuxième loi de Newton. C'est ce que va traduire notre information. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Du coup, l'on aura somme vectorielle des forces extérieures égale donc à MAG. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que le bilan des forces a donné le poids plus la réaction plus la tension égale donc à MAG. Une fois c'est fait, nous allons encore projeter. Projetons sur l'axe X'. C'est ce que va engendrer un P projeté sur l'axe des X, R projeté sur l'axe des X et T projeté sur l'axe des X égale à MA sur l'axe des X, G. Lorsque vous utilisez le terme projetant, vous ne devez plus jamais mettre de vecteur. Nous allons passer à la projection. Comment est P par rapport à l'axe des X? P est perpendiculaire à l'axe des X. Dans ce cas-là, sa réponse donnera 0. Comment est R par rapport à l'axe des X? R est perpendiculaire à l'axe des X. Ça donnera donc 0. Comment est T par rapport à l'axe des X? X va à droite et T va à gauche. Dans ce cas, nous obtenons moins T. Comment va s'appeler donc notre accélération sur l'axe des X à X? Dans ce cas-là, nous devons connaître plusieurs informations. On sait que T, appelé tension, a pour propriété K fois X. Voici la propriété de T. Nous savons que en cinématique, AX est égal à X 2 points. Avec cette information, nous allons remplacer le D par AX et AX par X 2 points. Nous allons donc faire passer moins KX de l'autre côté. On aura donc 0 là. MX 2 points plus KX. Dans ce cas-là, on aura MX 2 points plus KX égale à 0. Et nous devons donc diviser par M. En divisant par M. Ce qui va nous donner MX 2 points divisé par M plus KX divisé par M sur 0 divisé par M. On aura donc X 2 points après la simplification de M et là KX sur M égale donc à 0. Ce que l'on vient de trouver est appelé l'équation horaire. Alors, l'équation différentielle, s'il vous plaît. Chers amis, vous venez de voir encore l'équation différentielle. Nous parlerons encore de l'équation différentielle d'un ressort qui a été comprimé à son tour. Il s'agit encore de notre explication de 1, 2. 1, 2, ressort comprimé. Ressort comprimé. Dans certains sujets, on parlera donc de compression. Ici, comme le premier, il faut impérativement faire l'étude dynamique. L'étude dynamique, il s'agit de système, de référentiel et de bilan de force. Le système, il s'agit donc de solide
plus récent. Le référentiel est terrestre, supposé, galiléen. Et bilan des forces. Si nous sommes à la position d'équilibre, il existe deux forces, le poids et la réaction. Mais si nous sommes dans le geste de compression ou écartement, il existe donc trois forces. Ici, nous sommes en compression, il existe trois forces. Le poids du solide, R, qui est la réaction du plan, et T est la tension du ressort. Une fois que c'est fait, nous allons encore faire la représentation schématique. La représentation schématique compte quelques points à l'examen. Donc, il est impératif de faire cette information. Nous allons donc matérialiser notre solide auparavant qui était à la position d'équilibre. Nous avons donc là un solide qui a pour centre de gravité G et le point O. X là et X' là. Nous allons donc avoir un deuxième solide, mais par rapport au premier, va montrer le geste comprimé. Lorsque c'est comprimé, il n'y a pas d'espace entre le ressort. Dans ce cas-là, l'endroit que nous quittons est appelé O et l'endroit où nous sommes arrivés à présent est appelé donc O'. L'espace entre O et O' portera le nom de A. Ici, retenez que le A va dans l'abscisse négative, alors que A est inférieur à 0. Une fois que c'est fait, nous allons donc représenter le bilan des forces. On a donc le poids qui part à partir du centre de gravité G, la réaction du plan et suivez ensemble le geste que je vais donc effectuer. Une fois que je pousse, si je laisse, la tension va aller où sa chère amie. Si je pousse et que je laisse, la tension ira à droite. Dans ce sens-là, je vais donc dire que là, nous allons donc partir là. Voici donc les trois forces. Si c'est comprimé, la tension va à droite. Si c'est écarté, la tension va à gauche. Mais faites attention à certains sujets par rapport au positionnement du ressort. Une fois que c'est fait, nous allons encore établir l'équation différentielle. Alors, comment traduire l'équation différentielle? Il est impératif de faire l'application du théorème de centre d'inertie pour déterminer l'équation différentielle. C'est impératif. Donc, nous allons donc dire, appliquons le théorème du centre d'inertie, appelé donc la deuxième loi de Newton. Ce théorème nous dit que somme des forces extérieures, somme vectorielle des forces extérieures est égale à RAG. Quelles sont les forces citées? Nous avons donc le poids plus la réaction plus la tension égale à MAG. Ici, il y a apparition du vecteur. Mais dès que j'utilise le mot projetant,
alors automatiquement les vecteurs vont disparaître. Sur l'axe I'X. C'est dans ce cas-là que nous allons donc écrire P sur la des X plus R sur la des X plus T sur la des X égale à MAX G. Ce G peut disparaître après. Allons sur le schéma et vous allez comprendre P par rapport à l'axe des X. Là est appelé I'X'. Comment est P si l'axe des X? P est perpendiculaire. On aura donc 0. Comment est R sur l'axe des X? R est aussi perpendiculaire. On a donc 0. Comment est T sur l'axe des X? T a le même sens que X. Dans ce cas, on aura donc plus T, qui est égal donc à MAX. Qu'est-ce qu'on sait de la tension depuis la classe de seconde? On sait que la tension a pour propriété Kx. Et de plus, la tension avec vecteur aura pour propriété moins Kxi. Étant donné que il n'existe pas d'équation différentielle avec un signe moins, l'équation différentielle a toujours pour signe plus au milieu. L'équation différentielle n'a jamais de signe moins, mais l'équation différentielle a toujours le signe plus au milieu. C'est dans ce cas que nous allons donc avoir forcément un signe moins ici pour que ça soit vrai. Dans ce cas-là, nous allons donc dire que plus P égale à MAX renvoie donc à T avec vecteur qui donnera donc T avec vecteur qui donnera donc moins KXI avec vecteur. Du coup, notre information là va être remplacée par ce T là. Et X sur la des X serait donc I. On aura donc vecteur cité égale donc à MAX avec donc I. Où le T serait donc remplacé par moins KXI qui est égal à MAXI. Étant donné que nous avons donc suggéré que en cinématique AX s'appelle X2 points, notre formule deviendra alors moins KXI qui est égal à MX2 points de I. Après simplification des I à gauche et I à droite, l'on obtient par la suite, après simplification des I et I, on aura donc moins KXI comme ça, qui est égal à MX2 points. Une fois que c'est fait, nous pouvons dire que cette information peut engendrer une nouvelle écriture qui va se présenter sous la forme de MX2 points plus Kx qui est égal à 0. En divisant par M, nous obtenons X2 points plus Kx sur M égale donc à 0. Vous remarquez que les deux équations ont toujours pour signe au milieu plus. L'équation différentielle n'a jamais de moins au milieu. Il s'agit donc de l'équation différentielle. Alors à présent, nous allons passer aux énergies. Suivez la suite. Nous allons faire quelques rappels sur les dérivés. Chers amis, quelles sont les fonctions que vous appelez trigonométrie? Cosinus, alpha, sinus, alpha. D'après cette information, nous pouvons donc dire que voici donc notre cercle. Et diviser ce cercle en 4 parties. Ici, il s'agit donc de sinus alpha. Là, de moins sinus alpha. Et là, de cosinus alpha. Et là, de moins cosinus alpha. Une fois que vous connaissez cette information,
Ce sens serait donc appelé dérivé. Cher ami, quelle est donc la dérivée de sinus? Si l'on dérive en sinus alpha, nous obtenons cosinus alpha. Si l'on dérive cosinus alpha, nous obtenons sinus alpha, mais avec un signe moins. Une fois que nous maîtrisons cette information, nous allons donc parler de cette information. Cosinus de AX plus B. Comment nous dérivons ces différentes informations? On aura donc AX plus B dérivée et aussi la dérivée de cosinus ainsi que la même écriture AX plus B doit être répétée. C'est ce qui nous donnera AX qui donnera A et la dérivée de cosinus nous donnera moins. Nous allons donc mettre moins sinus et mettre AX plus B. Cosinus donc de AX plus B en termes de dérivée serait donc cette écriture. Passons au cas sinus. Sinus de AX plus B. Nous allons donc avoir AX plus B que nous devons dériver. Dériver donc sinus et mettre AX plus B. Une fois, nous allons donc dire que sinus de AX plus B en termes de dérivée se traduit par notre information A et sinus a pour dérivé cosinus, pas de moins, et répéter l'écriture AX plus B. Chers amis, tout ça pour signifier quoi? L'équation sinusoïdale est à deux formes. Équation sinusoïdale s'écrit sous deux formes. X dt est égal à Xn cosinus oméga 0t plus phi. Et la deuxième est x dt égale à Xm sinus oméga 0t plus phi. Voici donc les équations appelées équations sinusoïdales. Dans un sujet d'oscillation mécanique, si l'on ne vous présente pas l'équation à choisir, vous devez prendre obligatoirement la première équation. Pourquoi? Parce que l'oscillation mécanique que vous utilisez est horizontale. Pourtant, le geste horizontal va sur l'axe des X, ce qui signifie que nous utilisons l'équation de Xm cosinus parce que chaque fois notre information se fait sur l'axe des abscisses qui correspond à cosinus. Voici pourquoi, chers amis, lorsqu'on ne vous donne pas d'équation sinusoïdale, vous devez prendre encore l'équation avec cosinus. Nous allons donc vous apprendre à déterminer l'équation Xm cosinus oméga 0t plus phi en termes de dérivée. On sait que VDT serait donc égal à la dérivée de XDT par rapport au temps, formule de cinématique. Cela signifie que VDT serait donc égal à la dérivée de Xm cosinus oméga 0t plus phi par rapport à la dérivée du temps. Si nous passons à la dérivée, Xm représente la constante et voici donc la constante. Je viens d'expliquer les rappels de dérivés sur l'écriture de cosinus oméga 0t plus phi à l'aide de notre expression là. Nous trouvons donc moins. Après ce moins, nous allons donc mettre oméga et avoir sinus oméga t plus phi. Voici donc la vitesse en fonction du temps.
Ici, la vitesse est en fonction du temps. Alors, à présent, chers amis, si l'on a bien compris, l'oscillation étant horizontale, l'on va utiliser donc l'équation qui va se traduire avec un cosinus. C'est dans ce cas que nous pouvons continuer notre cours qui parlera donc en deux des énergies. En 2.1, nous parlerons de l'énergie cinétique en fonction du temps. Alors, comment déterminer l'énergie cinétique en fonction du temps? On sait que l'énergie cinétique s'écrit énergie cinétique égale à 1,5 de mv au carré. Étant donné que l'on nous demande de déterminer l'énergie cinétique en fonction du temps, nous allons donc remplacer la vitesse par la vitesse démontrée. Vous voyez cette vitesse? Nous allons remplacer la vitesse par la vitesse démontrée. L'énergie cinétique serait donc égale à 1,5 de m crochet de la vitesse démontrée. Is m oméga sinus oméga 0t plus phi au carré. C'est dans ce cas, à l'aide de la propriété de ABC élevé au carré qui donnera A au carré, B au carré, C au carré, l'on encore peut avoir énergie cinétique égale à 1,5 de m crochet de moins is m qui serait donc élevé au carré, oméga qui serait donc élevé au carré et sinus carré de oméga 0t plus phi. Une fois que c'est fait, le carré va faire disparaître le signe moins, l'énergie cinétique deviendra 1,5 de is m au carré, oméga 0 au carré, de sinus carré, oméga 0t plus phi. Alors, l'on peut faire sortir ces deux expressions. On aura 1,5 de m, is m au carré, oméga 0 au carré, et là, sinus carré, oméga 0t plus phi. Voici donc l'énergie cinétique en fonction du temps. Nous passerons sur l'énergie potentielle élastique en fonction du temps. Pour ce faire, nous allons donc marquer en 2,2 l'énergie potentielle élastique en fonction du temps. Chers amis, qu'appelle-t-on énergie potentielle élastique en fonction du temps? Et le terme élastique vient du ressort. On sait que l'énergie potentielle élastique s'écrit énergie potentielle élastique appelée EPE qui est égale à 1,5 de kx au carré. Si c'est en fonction du temps, l'énergie potentielle élastique en fonction du temps serait donc 1,5 de kx de t, sachant que c'est au carré. Cette information va nous donner x de t qui est égal à Ism cosinus oméga 0t plus phi, qui est l'équation sinusoïdale que l'on doit utiliser.
Remplacez cette équation is dt par cette version-là. On aura donc énergie potentielle élastique en fonction du temps qui est égal à 1 demi de K et remplacer le is dt par is m oméga 0 t plus phi à l'aide de cosinus qui doit être élevé au carré. On dit que c'est élevé au carré. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la même propriété A, B, C au carré qui donnera A au carré, B au carré et C au carré. L'on obtiendra énergie potentielle élastique en fonction du temps qui est égale à 1 demi de K et là, is L au carré, cosinus au carré et là, oméga 0 et phi. Faire passer cette écriture-là, l'énergie potentielle élastique en fonction du temps serait donc 1 demi de K, is L au carré et là, cosinus carré, oméga 0 et plus phi. Une fois que c'est fait, nous sommes donc fiers de encadrer. Pour terminer, nous parlerons en 2-3 de l'énergie mécanique en fonction du temps. 2-3 l'énergie mécanique en fonction du temps et la conservation de cette énergie mécanique. En fonction du temps, je vais vous traduire et après, je vais déterminer l'énergie mécanique. Pour ce faire, qu'est-ce que l'on doit dire? L'énergie mécanique appelée EM est égale à l'énergie cinétique complétée à l'énergie potentielle élastique complétée à l'énergie potentielle de pesanteur. Sachez bien que l'énergie potentielle de pesanteur serait donc égale à 0. Pourquoi? Parce que le ressort n'aura pas de hauteur. La hauteur serait donc égale à 0. Du coup, EPP qui se traduit sous la forme de MGH sera donc EPP égale à 0. On aura donc l'énergie mécanique égale à énergie cinétique plus complétée à énergie élastique. Remplacer l'énergie cinétique par l'une des propriétés que nous avons vues qui était égale à 1 demi de MVM carré plus 1 demi de K is au carré. En plus de cette affirmation, nous allons donc dire que là, avec les différentes informations que nous avons données concernant la vitesse, qui se traduisait sous la forme de moins is m oméga 0 sinus et simplement carré oméga 0t plus phi additionné à 1 demi de notre version K is m cosinus oméga 0t plus phi au carré. C'est ce que va engendrer pour le premier, avec notre expérience, le premier a donné 1 demi de m is m oméga carré. Et nous mettons donc sinus carré oméga 0t plus phi. Quant au deuxième, a donné 1 demi de K is m au carré et là, cosinus carré oméga 0t plus phi. Du coup, nous allons donc tirer la relation qui lie cette version à celle-là. On sait que oméga 0 est égal à racine de K sur M. Alors, oméga 0 au carré serait égal à K sur M. Du coup, K est égal à oméga 0 au carré multiplié par M.
Nous allons donc remplacer oméga 0 carré multiplié par m. Le voici ici. Voici m, voici oméga carré par k. Notre relation va donner une nouvelle opération. L'énergie mécanique se traduira donc à 1,5 de k is m au carré sinus carré de oméga 0t plus phi. Et l'autre côté, 1,5 de k is m au carré de cosinus carré oméga 0t plus phi. Une fois que c'est fait, nous allons donc mettre 1,5 de k is m au carré en facteur. On aura donc énergie cinétique F égale à 1,5 de k is m au carré de sinus carré de oméga 0t plus phi complété à cosinus carré de oméga 0t plus phi. Du coup, l'on trouvera comme réponse là une des propriétés de la carte première qui donnera donc 1. On aura énergie mécanique F égale à 1,5 de k is m au carré, qui sera donc une constante. Alors, si les forces de frottement sont négligées, l'énergie mécanique se conserve. Remarque. Si les forces de frottement sont négligées, l'énergie mécanique se conserve. Alors, cela sous-entend la formule suivante. La variation de l'énergie mécanique serait donc égale à 0. Alors, cette propriété, il faut maîtriser. Cette propriété existe si les forces de frottement sont négligées. Alors, pour terminer en beauté notre information, nous parlerons donc des bonus. Ici, la période propre se note T0 et c'est égal à 2pi sur oméga 0. Or, oméga 0 égale à racine de k sur n. Du coup, notre formule deviendra 2pi sur racine de k sur n. Si ça s'inverse, on aura donc 2pi multiplié par r sur k. Et la période s'exprime en secondes. La période s'exprime en secondes. Il faut maîtriser cette information. Nous parlerons de la fréquence. La fréquence se note N0 ou parfois F0 qui est égal à oméga 0 sur 2pi ou simplement l'inverse de la période. On aura par la suite L0 qui est égal à oméga que nous connaissons très bien, racine de k sur m sur 2pi. On aura donc 1 sur 2pi multiplié par la racine de k sur m. La fréquence s'exprime en Hertz. La fréquence propre s'exprime
en Hertz. Grand H et petit z. Chers amis, vous voyez que je viens de parler de la fréquence, de la période, de la pulsation et aussi nous allons donc vous informer que dans une nouvelle vidéo, nous allons donc parler en approfondissement des autres cas que nous pouvons rencontrer au cours d'un devoir. Si c'est je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.